Bonjour à toutes et à tous. Un salut chaleureux au public qui nous accompagne et à la bande que je suis ravi de retrouver. Bonjour les amis, tout va bien ? Nathalie Lesage. Bonjour, bonjour. Avec ton regard toujours décalé mais pertinent sur l'art. Lauriane Mélière, toi tu décryptes notre époque. Avec nous chaque semaine, le boss Fabrice Bousteau, Salut, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Beaux-Arts Magazine qui avait consacré une grande rétrospective à Mehdi Kotbi. On en parlera tout à l'heure, tu connais parfaitement son œuvre et tu nous en parleras. Margot Bétou, la mémoire vive Salut, de cette émission. Et au piano, évidemment, pour nous accompagner tout au long de l'émission, la star du cabaret Madame Arthur, Charlie Voudou. Salut Charlie. Salut. Avant d'accueillir Mehdi Kotbi, d'abord votre mot du jour. On démarre avec toi Nathalie. Moi, ça sera voyage, parce que nos invités vont nous faire voyager. C'est vrai. Oui. Fabrice. Moi, ce sera révolution. Lauriane. Moi, je dirais minutieuse au féminin. Margot. Moi, danse, parce que tout virevolte sur les toiles de notre invité. Mehdi Kotbi. Charlie, tu nous donnes le la avec ton mot du jour. Bah voilà un là. Et mon mot du jour, ça va être, j'ai envie de bord de mer, ça va être iodé. Bravo. Iodé comme le détroit de Gibraltar et ce qui réunit l'Europe et l'Afrique. Notre premier invité, c'est une figure incontournable de la scène artistique marocaine. Et pas seulement, ses œuvres sont universelles et son destin absolument extraordinaire. Président de la Fondation des musées du Royaume du Maroc, on a le bonheur d'accueillir Mehdi Kotbi dans la Grande Galerie francophone. Bonjour Mehdi et bienvenue. Je vous présente le public et l'équipe, tous des passionnés d'art. On va parler, Mehdi Kotbi, de votre style artistique absolument unique. On va parler de votre vie. Et quelle vie, j'ai envie de dire, de la manière dont l'art peut rapprocher les peuples, parce que c'est l'une de vos convictions. Mais d'abord, première question, c'est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Elle m'a tout apporté. Elle m'a apporté d'abord cette Elle est féminine. source de vie, cet espoir. Elle. L'art m'a apporté. Elle m'a donné l'espoir parce que je suis, comme dirait l'autre, né dans le désespoir. Et l'art m'a donné l'espoir. L'espoir de vivre, l'espoir de respirer. Et je ne peux pas passer plusieurs jours sans peindre. C'est impossible. J'ai besoin de cette respiration, cet oxygène essentiel à ma raison de vivre, ma raison d'être. Vous avez un itinéraire qui est absolument exceptionnel. Vous êtes né dans un milieu très modeste au Maroc. Rien ne vous destinait à devenir artiste. Et puis vous avez forcé le destin. Vous avez quitté le Maroc pour la France notamment. Vous êtes passé par l'école des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui a fait le déclic, l'idée que la peinture, les couleurs allaient vous sauver, que c'était une nécessité vitale ? Cette nécessité vitale, vous avez bien raison, est venue toute seule parce que j'étais dans un lycée militaire. À Kenitra, une petite ville au nord de Rabat. Absolument à Kenitra, où je ne savais rien faire, mauvais en classe. Et voilà qu'un jour, notre responsable nous demande d'illustrer le local que nous avions. Et puis là, un tigre a complètement changé ma vie. Je n'avais jamais touché un pinceau, je n'avais jamais touché les couleurs. Et c'était assez exceptionnel. Vous avez dessiné un tigre sur un mur ? Un mur au scout, donc au club de scout qui était au lycée militaire. Oui. Et là, pour la première fois, parce qu'en fin de compte, le regard de l'autre est essentiel. En fin de compte, je cherchais toujours à être aimé. Et à partir du moment où mes camarades ont vu qu'un tigre, que j'étais capable, surtout spontanément, de dessiner et de peindre un tigre, ma vie a changé. Vis-à-vis de mes amis, oui. Vis-à-vis de mes camarades. Et vous savez, le regard de l'autre est essentiel. Je crois qu'il faut absolument ne jamais oublier, en ce qui me concerne, j'ai besoin de l'amour, j'ai besoin d'être aimé. Car il me semble que je n'étais pas assez aimé C'est fou parce dans que ma famille, pardon. ce qui est fou, c'est qu'en fait, souvent les artistes nous disent qu'ils peignent ou qu'ils créent en tout cas pour être compris. Et vous, c'est pour être aimé.
Pour être considéré Absolument. par les autres. D'abord ça, d'avoir le regard de l'autre, d'avoir quelque chose qui attire l'amour de l'autre, l'intérêt de l'autre. Parce que vous n'étiez pas assez aimé dans votre famille? Ah oui, complètement, bien évidemment, on va pas parler de ça. Non, mais c'est une vie qui va être adaptée au cinéma bientôt. On va en parler dans un instant de ce film qui vous est consacré, largement inspiré de votre itinéraire. Et puis on va aller un peu plus vite dans le temps. Vous arrivez en France. Et en France, là, vous avez un choc artistique en découvrant les nymphéas de Claude Monet au musée de l'Orangerie. Qu'est-ce qui a fait que pour vous, ça a été un choc? Racontez-nous. Vous arrivez, vous n'avez pas un sou en poche à Paris. Pas un sou, pas de quoi manger. Et Il puis fait je froid. me trouve dans l'orangerie de... À l'époque, c'était pas de cette manière-là, c'était posé par terre. Et il y avait un fauteuil, un canapé, et il faisait froid dehors. Et je trouvais cette chaleur à la fois physique, où j'avais besoin d'avoir chaud, sans rien payer, sans payer un café, et puis d'avoir cette chaleur aussi des couleurs, cette évasion qui me permettait de complètement voyager. Et quand on me dit quelle est l'œuvre que j'aurais aimé peindre, bien évidemment, c'est l'œuvre de Monet, c'est les nymphéas que j'ai aimé, qui m'ont totalement habité, pénétré et habillé, m'ont habillé l'âme. Une autre influence ou un autre élément important pour vous, ça a été Delacroix. Alors Delacroix, on sait qu'il a peint La liberté guidant le peuple, on sait qu'il a peint aussi énormément de peintures au Maroc. Moi, j'ai été fasciné par les noces juives. C'est un chef-d'œuvre. C'est un tableau qui est magnifique, moins en mouvement que le Delacroix dont on a l'habitude, mais qu'est-ce qui vous frappe dans cette œuvre-là en particulier? Ben, écoutez, c'est la lumière. Et je voudrais aussi vous dire qu'il a, et je pense qu'on a des historiens d'art qui pourraient en parler mieux que moi, il a quand même influencé, ne l'oubliez jamais, toute la modernité artistique et surtout les impressionnistes. Il a fait rayonner la Méditerranée. Ah oui, La complètement. food Et puis il a été le vrai ambassadeur du Maroc parce qu'il a parlé du Maroc. Pour lui, ça a été la révélation. Et alors, il y a un film donc, qui va vous être consacré et qui en dit beaucoup sur votre travail, sur la manière dont vous envisagez la peinture. C'est L'homme des cygnes. Pourquoi L'homme des cygnes? On va voir quelques-unes de vos toiles apparaître sur l'écran. C'est vrai que lorsqu'on les regarde de loin, beaucoup ont l'impression que c'est des textes écrits en arabe. C'est beaucoup plus que ça. C'est votre langage, c'est Absolument, votre parce que univers. je crois qu'il ne faut jamais oublier, quand je vous parlais que je cherchais un peu, j'étais tellement seul à la maison. Oui. Mon père, ne sachant ni lire ni écrire, m'obligeait à lire. Et dans cette obligation de lecture, étant donné que j'étais obligé de regarder, mon père, que Dieu ait son âme, pensait qu'en regardant un livre, on pouvait savoir lire. Mais il n'a pas compris qu'il fallait toute une préparation pour au moins déchiffrer. Et donc, je voyageais à travers ces lettres, et je dessinais dans ma tête. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai deviné que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui comme peinture était influencé par cette jeunesse et par cette enfance. Mais on découvre aussi une identité. C'est ce que dit d'ailleurs votre ami Daniel Rondeau dans ce très beau livre lorsqu'il qualifie votre travail de tisseur d'écriture. Et c'est pas une métaphore puisque d'ailleurs votre cravate, votre gilet, la pochette et jusqu'à vos chaussures, ces signes vous accompagnent. Ils ont fait votre identité d'artiste. Ils vous parlent même s'ils ne signifient pas un langage que tout le monde pourrait comprendre. Mais ça parle par les couleurs, ça parle par la gestuelle. Tout à l'heure, je parlais avec le musicien. Avec Charlie. Avec Charlie. Donc, c'était passionnant parce que je ne peux pas peindre sans musique. Le matin, je me réveille toujours. C'est un rituel, puisque vous avez parlé de rituel. À quelle heure? Kaltoum. Vous êtes matinal? Ah oui, complètement. Et je commence par Kaltoum. Et après, je termine par La divine chanteuse Kaltoum. Kaltoum, qui est une chanteuse exceptionnelle, qui m'a éveillé. Parce que la musique est une lumière. Et cette lumière, j'essaye de la capter aussi à travers mon travail. Vous dites que peindre, pour vous, c'est une respiration. Vous dites aussi que c'est une prière. J'ai lu ça. Je trouve ça magnifique. Ah oui, mais moi, quand je peins, c'est une forme de prière, évidemment. Je prie en peignant parce que je pense que cette idée de m'envoyer un tigre pour me sauver, pour me sortir, et à qui je dois tout, et je dois tout aussi à une chose. Oui. Je dois énormément à la présence des chrétiens, les abbés, les frères, Oui.
accueilli à Toulouse et ils m'ont ouvert leurs portes alors que je suis de religion musulmane. C'est inoubliable. Et je pense que je leur dois beaucoup. Parce qu'ils m'ont nourri, ils m'ont logé et ils m'ont donné la possibilité d'aller aux Beaux-Arts. Alex Vizorek va nous parler d'un grand artiste, un maître de l'illusion d'optique, MC Escher, à l'occasion d'une grande exposition qui lui est consacrée à la Monnaie à Paris. Alors, qui est MC Escher? Vous n'avez pas les bases, c'est le viseur expert. Et aujourd'hui, Moritz Cornelis Escher. Escher est surtout connu pour ses constructions impossibles à base d'escaliers. Monte, c'est au 5e. Y a pas un ascenseur plutôt? Autre tableau, monter et descendre. Regardez bien l'escalier parcouru par les personnages. Ils ne mènent nulle part, malgré leurs efforts. C'est une des plus belles métaphores de la 5e République que je connaisse. Autre bâtiment, sans piège cette fois, mais avec un côté surréaliste, la cathédrale engloutie. Et on sent qu'il a déjà prédit le dérèglement climatique et la montée des eaux en peignant Notre-Dame de Venise. Autre trompe-l'œil, celui-ci. Deux mains qui se dessinent l'une l'autre. Quelle finesse, quel talent. Quand on voit ça, on se dit Moritz Cornelis Escher, c'est pas un manchot. De la main au visage, avec ce tableau. Pelure, moi je l'aime beaucoup. Il y a un zeste de folie. Toute autre chose, R et O. Et selon que vous voyez en premier un poisson ou un oiseau, je suis capable de vous dire si vous avez commencé à regarder le tableau par en haut ou par en bas. Allez, on va tous voir Escher à la Monnaie de Paris. Déjeuner en paix. Merci Alex. Mehdi Kotbi, votre travail ne se limite pas à peindre. Il s'est aujourd'hui transformé en un travail, on va dire, pharaonique pour faire le lien avec ce qui nous attend plus tard dans l'émission, qui est de faire vivre la culture à travers des lieux. Et vous êtes donc à la tête des musées du Maroc. Vous en avez créé quelques-uns. Dans un pays émergent comme le Maroc, où on se dit que l'urgence, c'est d'abord la santé, l'éducation, l'économie, est-ce que la culture, c'est quelque chose comme un supplément d'âme ou est-ce que c'est une nécessité vitale? Je vous répondrai que c'est une nécessité vitale. Et puis il y a une chose qui est extraordinaire que j'aime raconter. Beaucoup de personnes dans la rue m'interpellent en me disant « Monsieur, merci ». Et est-ce qu'on pouvait dire merci à Sa Majesté le Roi d'avoir donné la possibilité de la création de musées? Parce que je voudrais quand même souligner, c'est grâce à la volonté royale. Oui, c'est une volonté politique. Totalement. Et on voit aujourd'hui, le public, c'est impressionnant, qui fréquente et qui prend le chemin de la lumière, du partage, je dirais, de la vie. On va continuer à parler de votre travail, Mehdi Kotbi, dans un instant, mais on va tout de suite accueillir notre deuxième invité. Il est comédien polyvalent sur scène, à la télévision, mais c'est aussi un passeur d'histoire. Il nous raconte dans un docu-fiction l'histoire des aventuriers de l'Égypte antique. C'est le titre d'une série qui sera diffusée sur France 5. L'histoire de ces hommes partis à la découverte des temples, des tombeaux, des secrets des pharaons. Bruno Solo est dans la Grande Galerie. Bonjour Bruno. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Je présente le public et la bande de la Grande Galerie. C'est d'une grande galanterie ce que je fais. J'arrive et je la vire. Non, mais C'est le meilleur siège de l'émission. Bah, c'est pour et ça, je- oui. je c'est le laisse siège le avec plus plaisir. agréable de l'émission et vous le méritez largement, Bruno. Bruno, grand âge, c'est ça. Pas du tout. Vous serez là et vous êtes bien là avec nous. Et merci d'ailleurs d'être là C'est un avec plaisir. nous. L'Égypte, alors c'est un monde, l'Égypte antique, qui nous fascine absolument tous, mais c'est un monde englouti. C'est un monde dont il nous reste des vestiges, il reste parfois des ruines. Et vous racontez l'aventure de ceux qui l'ont redécouvert. Ce monde englouti sur France 5 dans une série. Est-ce que vous arrivez à comprendre la fascination qu'exerce sur nous l'Égypte antique ? Bah oui, d'autant que 80% des trésors de l'Égypte n'ont pas encore été découverts. Donc c'est un pays encore
immergé presque, j'ai envie de dire. On a le sommet de la pyramide, mais on est très très loin d'avoir tout découvert. Et puis surtout, c'est un pays qui a été, l'une des plus anciennes civilisations du monde. Sûrement, ça doit se battre avec quelques civilisations du côté de la Chine, mais beaucoup d'historiens, d'archéologues considèrent que c'est une civilisation qui date de 4000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est absolument vertigineux. D'ailleurs, quand je suis allé là-bas pour la première fois, on a ce sentiment d'être submergé par quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais quelle est la place que tenait l'art dans cette civilisation? Parce qu'aujourd'hui, on regarde ces reliques, ces restes de l'Égypte antique comme étant les chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires. Ah mais c'est essentiel, ça faisait même partie de leur quotidien. Personne n'envisageait, alors évidemment du côté des souverains, du côté des nantis, si on peut dire, évidemment. Mais en revanche, par exemple, les pyramides, les hiéroglyphes qu'on voit à l'intérieur dans certaines pyramides ou certains tombeaux dans la vallée des rois ont été faits par des artistes qui n'étaient pas des esclaves. La légende de ces esclaves qui auraient fabriqué les pyramides, c'est faux. Non, ce sont les extraterrestres. Non, oui, c'est ma théorie. Oui, c'est vrai. Ils avaient l'électricité. C'est vrai que c'était facile de dessiner à l'intérieur d'un tombeau avec, comme ils avaient l'électricité, d'après Maître Gims, c'est vrai. Mais plus sérieusement, si tant est qu'on a été sérieux en disant ça, plus sérieusement, c'est vrai que tout le monde était très investi dans l'idée que l'âme devait partir, que les corps devaient partir accompagnés par des chefs-d'œuvre, accompagnés par des dessins, accompagnés par des peintures, des reliques, des momies, des trésors, des bijoux. Donc toute la civilisation égyptienne tourne autour de l'art. Et il y a un truc absolument formidable, c'est que vous êtes le tenant d'une culture qui est à la fois exigeante, c'est sérieux, et accessible absolument à tous. Et c'est un peu le pari qu'on fait ici à la Grande Galerie francophone. La série documentaire, c'est un mélange, une hybridation de fiction, d'intelligence artificielle, de 3D. On en regarde un extrait. Depuis le début du 19e siècle, l'Égypte est le nouveau terrain d'affrontement des empires européens. En somme, la guerre des trônes s'exporte au pays des pharaons. Non, vous pouvez pas rentrer là. Nous détruirons tout plutôt que de vous le donner. La rivalité s'exprime aussi sur un terrain plus feutré, le déchiffrement des hiéroglyphes. Explorateurs ou savants, ils vont percer les mystères de l'Égypte antique. Ça marche. Dans les pas de ces aventuriers, partons ensemble sur les terres d'Égypte pour revivre cette incroyable épopée lancée par Bonaparte. Alors, quand même, Bonaparte, bon, rendons-lui ce qui lui appartient. C'est vrai qu'il a été à l'initiative, mais au départ, c'est une expédition militaire et stratégique. Hein. Bien sûr. Pour couper la route aux Anglais, etc., pour envisager ce qui deviendra plus tard le canal de Suez, mais c'était pour des raisons commerciales. Mais au moins, on peut lui reconnaître, à cet homme si complexe et si particulier, sur lequel j'ai beaucoup de réserves, mais on peut lui reconnaître en fait d'avoir amené avec lui des archéologues, des dessinateurs, des botanistes. Mais alors, qui étaient ces aventuriers, Margot? Bonaparte, il va emmener Dominique Vivant-Denon, un peu contraint et forcé par Joséphine, sa femme, qui lui dit qu'il l'adore, et donc il l'emmène dans son expédition, un grand artiste, et aussi quelqu'un qui a exploré tous les régimes politiques, un peu comme une girouette machiavélienne, et donc il arrive en Égypte et en fait il arrive à intéresser Bonaparte à tous ces sujets auxquels au départ il n'est pas familier, et il va partir au fil du Nil pour découvrir tous ces trésors, il va tout dessiner, et c'est vraiment la course à qui des Français ou des Anglais vont réussir à accumuler le plus de connaissances, et il est assez intéressant, ce personnage, et ambivalent aussi, Vivant-Denon. Il est ambivalent, mais quand vous disiez que c'était un survivant, vous avez raison, mais à cette époque-là... Il a risqué sa vie au tout début du 19e siècle, remonter le Nil, c'était pas... Non, mais je veux dire, même à cette époque-là, avant simple. qu'il arrive même aux côtés de Napoléon, ces femmes et ces hommes, il fallait naviguer, il fallait être une anguille, parce que ils sortaient de la terreur, il y avait la Révolution, bien sûr, le consulat, donc il y en a pas mal qui naviguaient, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de survivre pour défendre son art. Vous savez, il y a un Nietzsche qui avait dit, pour moi la plus belle définition de l'art, il dit heureusement nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et c'est vrai que lui, il était l'incarnation de cela. Il s'est dit, il faut que je survive parce que l'art peut transcender même
même les choses les plus terribles, les plus effroyables, les plus sombres. Et donc, qu'il vivait d'ailleurs dans son époque. Sa curiosité a éclairé, mais le vrai qui nous a permis de découvrir qu'aujourd'hui, la civilisation égyptienne a 4000 ans, c'est Champollion, parce qu'il a décrypté les hiéroglyphes. Nathalie? Ben, pour tourner cette série fascinante, il faut absolument regarder cette série si vous n'avez pas eu l'occasion à la maison. Vous nous amenez dans des lieux inédits, hein, qui ne sont pas ouverts au public. Vous avez eu des autorisations exceptionnelles. Donc, franchement, c'est un privilège en tant que téléspectateur. Mais moi, alors? Ben oui, non, mais oui. c'est ça, on voyage avec vous. Ouais. Mais évidemment, vous êtes allé au pied de ces majestueuses et énigmatiques pyramides de Gizeh et vous dites qu'elles ont provoqué en vous un choc physique. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qui s'est passé en vous? Est-ce que c'est la puissance de ces monuments qui vous a traversé? C'est ça, c'est quand même... extraordinaire d'imaginer. Et ma préférée, c'est Képhren. C'est la moyenne. Il y a Khéops, la plus grande, Mykérinos, c'est la plus petite. Oui. Et Gizeh, c'est le plateau. C'est le plateau. Et celle de Képhren, elle est magnifique parce que le sommet de Képhren est encore proche de ce qu'était sans aucun doute cette pyramide à l'origine, à savoir une surface parfaitement lisse, brillante, exposée au soleil qui devait illuminer. Et quand on est devant ces chefs-d'œuvre d'architecture construits par des hommes volontaires, voilà, même si c'est au service d'un roi, en l'occurrence d'un pharaon pour Khéops, même si on sent que j'aime l'idée du chef-d'œuvre collectif. J'aime l'idée que chaque pierre a été posée par un homme, parce que là c'était essentiellement des hommes qui travaillaient sur les pyramides, et j'aime cette idée qu'il n'y ait pas de signature. Et moi je suis submergé par tous ces hommes qui se sont réunis pour rendre gloire à la beauté. Et c'est effectivement, ça vous submerge. Et ça, moi, ça m'a écrasé, ça m'a pris plein fouet. Est-ce que c'est justement votre ambition? Parce que dans ce documentaire, vous traduisez votre passion de l'Égypte, mais ce qui est très important quand même, c'est que vous êtes une voix dans tous les sens du terme. Vous racontez l'histoire de l'Égypte, oui, mais vous le faites avec votre voix. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous considérez comme un médiateur culturel, comme un conteur, et comment on fait dans un documentaire comme ça pour trouver justement le ton juste, la vibration de la voix? Parce que j'écris mes textes, déjà. Je travaille sur la base de ce que me donnent les historiens, les archéologues et les égyptologues, là en l'occurrence. Mais après, je réécris tout et je réinterprète à ma manière. Et je donne aussi un peu mon... Alors, conteur, c'est la moindre des choses. Je suis comédien. On est quand même plutôt amené à être des conteurs, quand même. Mais je pense que ce qui me va le mieux, c'est d'être un passeur. Un passeur d'une histoire qui me dépasse, qui est plus grande que moi. Mehdi Kotbi, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette civilisation? Vous qui êtes à la tête de musées qui en créent régulièrement, les Égyptiens viennent d'ouvrir au Caire un musée absolument extraordinaire. Et vous comprenez cette fascination, vous aussi, pour cette civilisation disparue? Écoutez, je crois que tout le monde est fasciné, à la fois par cette histoire, par cette culture, et surtout cette culture qui a traversé les millénaires. C'est impressionnant. Et en même temps, ces écritures hiéroglyphiques qui sont assez exceptionnelles et qui transmettent réellement un véritable langage, un véritable message. Et j'admire. Et le quotidien aussi. Et j'aime énormément ce que vous dites, le partage. Et il y a cette blague amère qui dit que ce qu'il y a de plus beau dans l'Égypte antique, on peut le voir au Louvre, au British Museum à Londres. Quel regard est-ce que vous portez sur cette question de la restitution des œuvres qui ont été pillées, parfois spoliées? Mehdi Kotbi, c'est une question qui se pose. Je pense que la décision qui a été prise par le président de la République française de restituer les trésors me semble juste et normal. Je me pose Il l'a fait avec le Bénin, un peu avec la Côte d'Ivoire, voilà, mais certainement pas avec l'Égypte. Mais parce que je pense que l'Égypte d'abord regorge de trésors, ce musée dont vous venez de dire qu'il est je dirais, c'est une fierté pour tous les humains, pas simplement pour les Égyptiens, parce qu'il retrace toute l'histoire. Et la culture, oui, c'est vrai que l'Égypte se réapproprie sa culture à travers ce musée. Longtemps, effectivement, on ne va pas se mentir, les premiers égyptologues français, italiens, anglais, allemands, puis plus tard les Américains, ont quand même pillé allègrement, ont même découvert certains tombeaux en les dynamitant. Enfin, la dynamite n'avait pas été inventée dans la période que j'évoque dans l'émission, mais en tout cas, à coup de poudre à canon, on a quand même saccagé. Et Mehemet Ali a demandé à un moment qu'on restitue
beaucoup des trésors qui avaient été pillés. Parce que tout d'un coup. Mais il faut dire aussi que longtemps, les Égyptiens sont passés à côté de cette culture-là. Les pyramides ont été en partie détruites pour construire le Caire, pour construire des maisons, pour des raisons vitales pour leur quotidien. Mais après, effectivement, Mehmet Ali est le premier archéologue, égyptologue à avoir pris conscience de ça. C'est Auguste Mariette qui a dit il faut rendre ces trésors à l'Égypte et arrêter de piller l'Égypte, arrêter de fournir et Turin, et Berlin, et le British Museum, et le Louvre. Et il y a une prise de conscience qui s'est faite, mais encore aujourd'hui, il y a encore des pilleurs de tombes. On va continuer à parler d'art avec vous, messieurs. Mais d'abord, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de l'art, c'est la petite galerie, et c'est signé Karim Rarbaj. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on attaque avec la dinguerie, Patrick Hughes, un artiste britannique spécialiste de la perspective. Ouais, Patrick, déjà, il est trop classe, mais surtout, c'est un visionnaire puisque depuis les années 60, il bosse sur un concept génial, la reverse spective. C'est fou, et en fait, ce qu'il se passe, c'est que les tableaux sont en relief, comme on peut le voir ici. Les fonds sont exposés au premier plan, et cette perspective inversée trompe notre cerveau et donne cette sensation de parallaxe. Fallait y penser, et justement, on a voulu savoir d'où lui est venue cette idée, alors on a directement interviewé Patrick. Je ne comprends rien à la perspective, je la prends toujours dans le mauvais sens. Je ne peins que ce que je vois, et ça fait sûrement de moi un idiot. Tu parles, Patrick Hughes, c'est notre dinguerie du jour. Et on continue avec une incruste premium. Cette semaine, on a la chance de visiter la Factory à Ivry-sur-Seine et de rencontrer son boss, Mathieu Lehanner, une légende du design. Bienvenue à la Factory, bonjour. Et quand je dis légende, je plaisante pas. Mathieu, il est exposé dans les musées les plus prestigieux du monde, au MoMA, au Centre Pompidou, et il reçoit des commandes des 4 coins du globe. Les pièces qu'on conçoit, qu'on fabrique ici en France, partent à 98% à l'étranger. Et donc aujourd'hui, il nous fait visiter son atelier, là où ses idées prennent vie. Et en tant que designer, Mathieu, il conçoit et crée des objets avec des fonctions bien déterminées, mais toujours ultra stylées. Donc on a vu des pièces complètement ouf, des luminaires incroyables, des tables et des meubles uniques, un placard avec le soleil dedans, yes, parce que pourquoi pas. Et on a vu toutes sortes de chaises, dont sa dernière création, la série I Am. Qui est en fait une collection de chaises qui sont à chaque fois dessinées de façon unique à partir des initiales du ou de la future propriétaire. Et une fois qu'on a fait la composition d'initiales, on s'interdit de la refaire. Et pour créer toutes ces pièces incroyables, Mathieu, il a donc les contraintes d'un designer, artistique, technique, industriel. Chacune des pièces, elle met souvent 3 ans à être développée. J'ai du mal à me dire à un moment... Ça y est, je l'ai vécu un peu avec la vasque olympique. Ah oui, parce que, pause, je vous ai pas dit, mais Mathieu, c'est ce crack absolu qui a designé la vasque olympique pour les JO de Paris. Ouais, cette vasque qui a fait chialer la moitié de la planète, c'est lui, truc de fou. À la fin, c'est un objet qui a été vu, on estime, par 5 ou 6 milliards de personnes. Ce qui est assez rare quand on fait une création d'être vu par autant de personnes. Et comme on est dans son atelier, on a pu avoir accès aux maquettes de travail, aux prototorches, oui, parce que ça aussi, c'est lui. Et surtout, on a pu le cuisiner un peu sur cette expérience de zinzin. J'ai le souvenir de Tony Estanguet qui me demande, dès le début du projet, il faut qu'on prépare un plan B parce qu'on n'est pas sûr que ça pourra fonctionner. Et j'ai le souvenir que je lui dis oui, alors qu'en fait, je ne travaillerai jamais sur un plan B. Moi, j'appelle ça mettre une douille. Non, j'ai pas mis une douille. Non, j'étais à la fois... Ouais, ça bégaye quand même un peu là, mais en tout cas, un immense bravo et un grand merci à Mathieu Lehanner. Et on termine avec le faux lolo. Cette semaine, on suit le compte de Bradley Hart, un artiste américain qui s'amuse avec un médium qu'on connaît tous très bien, le papier bulle. Sauf que Bradley, au lieu de les éclater bêtement comme nous, il remplit patiemment chaque bulle avec de la peinture à l'aide d'une seringue pour en faire des œuvres uniques.
Yes, très stylé, et soit il les laisse tels quels, très bien, c'est un genre de nouveau pointillisme, soit finalement, il ne résiste pas à ses compulsions et il finit par tout éclater en roulant dessus avec son fauteuil. Satisfaction maximale, et en résulte ses œuvres très stylées, c'est malin, c'est ludique, c'est pop, littéralement. Suivez Bradley Hart, c'est notre follow de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Mehdi Kotbi, c'est un artiste. J'ai envie de dire musical. En fait, c'est particulier quand on regarde vos œuvres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde vos œuvres, j'ai l'impression que la couleur, les formes, ça danse, ça bouge. Il y a une vibration, il y a une oscillation dans tout ça. Et je me demandais si c'était volontaire de votre part d'injecter ce rythme, presque comme une partition dans vos œuvres, dans vos tableaux. Vous avez tout à fait raison. La musique m'accompagne constamment dans tout ce que je fais. Et même la gestualité de la lettre est beaucoup plus une gestualité musicale. Vous avez par exemple dans la calligraphie et dans l'écriture asiatique, elle est plutôt corporelle. On a l'impression que c'est une danse. Quand un calligraphe peint, en ce qui me concerne, c'est plutôt la musicalité, comme si on est en train de travailler sur une portée musicale. Justement, Charlie, on t'a apporté un tableau de Mehdi Kotbi, et puisque la dimension musicale est inséparable de l'œuvre, on le pose, ce tableau, comme une partition. Bon, on est d'accord qu'on n'a pas triché. Hein. On ne sait pas, on va voir, ça va sortir comme ça. Mais c'est vrai que de loin, je n'avais pas vu ce côté arabesque comme ça. Alors du coup, voyons. C'est magnifique. Bravo Charlie, du fond du cœur. C'est pas moi. Éric réaction. Satie et Kate Jarrett en même temps. C'est vrai. Éric Satie et Kate Jarrett, c'était magnifique. Je suis un peu ému parce qu'en plus de ça, il y a les vagues, il y a la nature, il y a l'ensemble de la vie qui est dans cette musique. Bravo Charlie. Merci beaucoup. C'est ce qui est écrit. Merci. Vous restez tous les deux avec nous comme chaque semaine. L'actualité de la culture, c'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Alors, ma claque, c'est 3 syllabes. Un mot est écrit en lettres majuscules. Prenez note d'Alcafine, qui est une illustratrice française, qui me fait l'effet combiné d'un plongeon du matin dans un lac québécois, d'un verre de jus de gingembre et d'une finale de feu d'artifice. Ça réveille. Ça réveille et ça donne la pêche. Et Dalcafine, avant d'être une artiste qui a pris son envolée très haut, elle a travaillé en film d'animation, elle a travaillé en VJing aussi. Le VJing, c'est les projections qu'on voit sur les scènes. Là. Je dis ça pour les plus vieux d'entre nous qui écoutent. Et elle a aussi un petit quelque chose pour la gravure, ce qu'on ressent dans sa patte, dans son travail, qui comprend 3 choses, une sainte trinité. Première chose, des couleurs pop, des couleurs vibrantes. Voilà, on
on vit à travers ses œuvres. Deuxième chose, des personnages ludiques, des personnages il y a un éclatés. côté ludique. Et ça va vous faire plaisir, Mehdi, parce que le tigre est un de ses animaux chouchous. Elle fait de la place aussi aux personnages féminins. Et le tout va l'envelopper, entouré d'un gros trait noir, donc, parce qu'elle aimait la gravure, donc. Et elle déploie ça sur différents types de canevas, du plus petit au plus grand, que ce soit des bouteilles, que ce soit des voitures, mais des murales également. Elle a signé plusieurs murales où à Montréal, car oui, cette illustratrice française a, comme vous, le cœur québécois. D'où le mot voyage. Voyage. Oui, non, mais tout le monde voyage aujourd'hui. On est allé en Égypte, au Maroc, on voyage beaucoup. Et c'est ça, moi, je dis qu'une dalcafine par jour, ça éloigne le médecin, ça me met en joie. Et donc, un an à retenir parce qu'elle est vraiment comme ça. Dalcafine. Vous croyez à l'art-thérapie, Mehdi Codby? Ou à la thérapie par l'art? J'ai toujours pensé que les artistes, le choix de l'art est un moyen aussi de s'en sortir parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas normal. Et la façon de normal, comment ça? Mais la normalité, c'est-à-dire d'être comme un personnage de la société actuelle. Et donc on essaye de, quand vous parlez de thérapie, c'est-à-dire qu'on se soigne par ce qu'on est en train de faire, car on sort ce qu'on a comme mal et comme bien pour le partager avec les autres. Bruno, vous avez l'air d'accord? Ah oui, bien sûr, je partage ça. Moi, je pense que c'est une thérapie formidable et je pense que c'est nécessaire à notre élévation, nécessaire à la curiosité en règle générale. On n'a pas nécessairement besoin d'être artiste, mais le simple fait de s'intéresser à l'art vous ouvre au monde, vous ouvre aux autres, vous ouvre à tous les mondes. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire. Moi, je pense à Catherine Meurice, par exemple, qui avait écrit ce livre magnifique après qu'elle ait été survivante des attentats de Charlie Hebdo et où elle était partie s'immerger dans la beauté, s'immerger dans tout ce qu'il y avait de plus beau à Florence, en Italie, mais aussi aux États-Unis, en Afrique et tout, partout pour essayer de se régénérer parce qu'elle était fracassée par ce qu'elle avait vécu au travers des attentats dont elle avait survécu parce qu'elle n'était pas là le jour de l'attaque. Et elle a eu besoin de se reconstruire au travers de l'art, au travers de ce qu'on appelle la beauté. Lauriane, ma claque de la semaine, elle se trouve au Metropolitan, à New York, donc on est loin de l'Égypte. Et c'est pas un tableau, c'est pas vraiment un kaléidoscope, c'est un quilt. Un quilt, en fait, c'est un patchwork de tissu, une sorte de matelassage, une sorte de grande couverture. Et celui-là, on l'appelle le honeycomb quilt pour son aspect nid d'abeille. Il a été réalisé en 1830 par l'américaine Elizabeth Van Horn Clarkson à partir de centaines de minuscules de petits hexagones de coton imprimé, découpés, cousus à la main un à un. Moi, j'y vois souvent une fleur, mais on peut voir une hallucination. En tout cas, c'est assez vertigineux. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, cet art du quilting, c'est le mot qu'on emploie, du tissage, du matelassage, en fait, il est historiquement féminin. Donc, on associait souvent ce type de production à de l'artisanat. Oui. Finalement, en réalité, c'est de l'art. Il y a une composition, il y a une vision, il y a un rythme, il y a un choix des couleurs qui est extrêmement fort. Là, on est sur une pièce qui est assez monumentale, qui est très grand, et ça devient en fait un véritable tableau. C'est pour ça que le Metropolitan l'expose dans sa collection permanente, et il l'a fait passer d'objets utiles à un objet finalement muséal. Si vous voulez aller plus loin, et en février, je pense que les températures nous y invitent, vous pouvez vous plonger dans le livre The Atlas of World Embroidery, paru il y a quelques jours aux éditions Princeton, pour tisser votre propre toile. Merci Lauriane. Fabrice, ta claque? Alors, ma claque, moi, on pourrait considérer... Elle est gourmande. Elle est gourmande, on pourrait considérer que c'est une sorte d'extension du domaine de l'art qui n'en finit pas de s'étendre. C'est la révolution végétale d'Alain Passard. Alain Passard, c'est l'un des plus grands chefs du monde. Il a été élu d'ailleurs meilleur chef du monde. Ça fait 30 ans. Bruno connaît. 3 étoiles. C'est un ami. C'est un poète comme vous. Bon, vous avez la chance, oui. Vous avez Alain Passard, c'est l'ami de tout le monde ici. C'est vraiment quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui est généreux. Ses compositions, elles ressemblent presque à une peinture. On dirait presque de... Voilà. Et c'est un artiste à part entière. Et Alain Passard, le 21 juillet 2025, a pris une décision extrêmement courageuse, audacieuse, la révolution végétale. C'est-à-dire que c'est un étoilé où on ne mange que des légumes, des fruits. Il faut aussi souligner qu'il cultive lui-même ses voilà. propres légumes, ses propres fruits. Oui. Il a vraiment des vergers, il a vraiment des... Il a 2 potagers où il passe. Il reste tout le temps dans sa cuisine. Et où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand j'y suis allé il y a peu de temps, eh bien en fait, on mange de l'art, réellement.
On mange de l'art. On mange de l'art. C'est drôle comme expression. J'ai mangé une pyramide, non pas égyptienne, mais une pyramide de 3 navets de couleurs différentes, farcies avec des champignons, des herbes, et qui donnaient l'impression d'une sorte de concentré de la nature, y compris même du monde animal, parce que j'étais persuadé, j'étais voir Alain Passard en disant non, mais il y a du gibier à l'intérieur, c'est évident. J'ai dégusté des sushis sans poisson qui avaient le goût de sushi. Pourquoi ? Parce que Alain Passard a créé un laboratoire dans le sous-sol de sa cuisine pour inventer des huiles. C'est un alchimiste qui produit des choses totalement nouvelles, et on peut manger un hamburger végétal. C'est à la fois, chaque chose est une sculpture. En tout cas, c'est magnifique. C'est pour les happy few, il faut le dire. C'est pour les happy few, mais si vous allez sur le compte d'Instagram d'Alain Passard, vous aurez l'eau à la bouche. Vous pouvez le faire chez vous, et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on y pense, parce que comme c'est un immense artiste, il donne les recettes de son savoir et chacun peut se les approprier. Et merci. C'est ça le partage. Oui, je crois, et d'une grande générosité. Oui, parce qu'on peut aller le voir à la fin du repas, puis nous dans sa cuisine. Oui, c'est ça, il discute avec nous. Absolument. Bon. On va revenir dans le monde des mortels avec toi, Margot. Margot, ta claque de la semaine. Dans le monde des immortels, pour moi, je voulais rendre hommage à Victor Hugo, un écrivain que vous connaissez tous. Mais il avait aussi une passion pour la déco. Il habitait Place des Vosges à Paris, et il recevait énormément dans sa maison. Et donc, il accumulait des sculptures et des tableaux de ses amis artistes auxquels il ajoutait des divans, des vases, des dessins qu'il accumulait comme ça. C'était un grand chineur. Et donc, partout chez lui, il avait créé une vraie scénographie du plus précieux au toc. C'était envahi d'objets. Il est parti ensuite en exil à Guernesey, où il a recommencé la même chose. Alors là, il a utilisé les 6 faces de sa maison. Donc du sol au plafond, il y avait des tentures, des tapis. Enfin bref, c'était un joyeux fourre-tout. Alors sa femme, la pauvre, elle détestait ça. En revanche, sa maîtresse, Juliette Drouet, Maline, elle lui avait permis de décorer sa propre maison à l'identique pour qu'il ne soit pas dépaysé quand il lui rendait visite. On n'approuve pas l'adultère. Non. On ne juge pas dans la grande galerie. Et Victor Hugo, donc le décorateur, a été redécouvert par toute une génération d'archis 19e qui sont tombés en amour pour ce style. Et il y a une expo qui est consacrée donc à Victor Hugo, décorateur, Place des Vosges, dans son ancien appartement jusqu'en avril. Allez-y, parce que c'est vraiment amusant à découvrir. Eh ben, merci. Et là, c'était de l'art-dultère. De l'art-dultère. C'est moins grave. Ah, j'ai mal compris, c'est ça, pardon. C'est l'accent, je comprends pas. Mais on oublie de dire que dans l'histoire, beaucoup de très grands artistes ont été des grands décorateurs. Je pense à Léonard de Vinci. On oublie toujours qu'il a été un décorateur incroyable, qu'il a organisé les fêtes les plus spectaculaires et les plus inventives qui soient. Et ça m'incite à poser une question à Mehdi Codby, puisque c'est un des rares artistes au monde qui est aussi une sorte de ministre de la Culture bis et qui... à la demande du roi, construit énormément de musées. Comment on concilie, Mehdi Codby, le fait d'être un artiste et à la fois d'être quasiment un homme politique, un ministre de la Culture ? D'abord, je suis président de la Fondation nationale des musées, précisons-le. Oui. Mais mon activité, je veux dire, mon métier d'artiste, ce que je suis comme artiste se nourrit aussi de ce que je suis comme président de la Fondation nationale des musées et vice-versa. La présence d'abord du partage, le partage du beau, le partage de la lumière, surtout dans une période que nous vivons qui est très compliquée. Vous savez, c'est extraordinaire de voir des Marocains de tous bords et de toutes conditions sociales prendre le chemin. On a fait la gratuité le vendredi, gratuit pour tous les Marocains, et gratuit pour tous les étudiants. Mais c'est un bonheur de voir des enfants. On a fait la première exposition Picasso sur le continent africain, c'est au musée Mohamed VI. Mais vous savez, des gens dans la capitale à Rabat. Et des gens ont fait 2 journées de route par des bus pour venir voir l'exposition Picasso. Que voulez-vous d'autre comme récompense ? De voir ces gens-là, un monsieur qui me dit « On a voyagé toute la nuit avec mes filles. Simplement, quand elles seront grandes, ils diront « On a vu Picasso au Maroc. »
Merci. Charlie, ta claque de la semaine? Ah bah alors moi c'est l'extrême opposé de la claque de Nathalie. Donc c'est pas du tout vivant, c'est pas du tout coloré, ce sont des petites mouches mortes. Et c'est Magnus Moore, c'est un artiste suédois qui est à la base éducateur spécialisé, qui fait de la photo, du nu, du portrait, etc. Et il a surtout cartonné, il a fait le buzz avec ces petites mouches mortes, voilà. Et il les met en scène comme ça, donc aucune mouche n'a été tuée pour les dessins. Je pense qu'il les a décollés du joli ruban, hein. Mais c'est très mignon. Non, mais on est une émission très respectueuse des animaux, comme on l'a vu depuis le début. Regardez comme elles sont heureuses, elles sont gaies, grillent des chamallows, voilà. Il leur redonne vie, on peut dire ça? Absolument. Merci Charlie. Billy Codby, votre claque à vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais elle se passe en ce moment au musée Mohamed VI à Rabat avec... Écoutez, il y a une très belle rencontre, regard croisé. Un regard aussi croisé sur le Maroc de Marc Ribot et de Bruno Barbet. Donc immense photographe, Marc Ribot. Exceptionnel. Et je vous conseille vivement, ça mérite le voyage et c'est extraordinaire. Merci en tout cas. Donc voilà pour la claque... Bruno, vous avez un petit coup de cœur récemment, une expo que vous avez aimée. Je suis allé voir Sargent au musée d'Orsay, qui est John Singer Sargent, portraitiste dont on a beaucoup parlé, qui est formidable, et c'est vrai que j'étais passé à travers absolument tous ceux qui ont été le voir. C'est hyper étonnant, c'est quasiment photographique. Oui, alors il y a un truc dans le regard qui est presque inquiétant. Il y a une singularité dans les choix de ces sujets. Et après, à partir de ce moment-là, quand vous rentrez dans le regard, c'est des portraits souvent très grands, immenses comme ça, et qui sont assez bouleversants. Et moi, j'ai été là avec ma femme et mes enfants, on va beaucoup au musée. Moi, voilà. Je suis allé voir aussi très récemment Ron Mueck chez Cartier. J'ai été voir Artemisia Gentileschi, qui est pour moi la plus grande peintre de la Renaissance. Donc oui, plus grande que le Caravage. Le Caravage lui-même disait que c'était une plus grande peintre que lui. C'est vrai. Il était avare en compliments en général. Est-ce que votre intérêt pour l'art, il vient de votre éducation, de votre famille, ou comment il est arrivé? Je suis né en face du centre Georges Pompidou, je l'ai vu se construire. Ouais, j'ai 13 ans en 1977 et mon père m'amène voir Marcel Duchamp, la toute première expo radicale de l'art contemporain. Donc vous êtes entré dans l'art avec Duchamp. Avec Marcel Duchamp. Je connaissais un petit peu avant, on allait au musée et tout avec mes parents. Mon père était ouvrier dans le bâtiment, mais il était curieux de tout et curieux de l'art notamment. Il était plâtrier staffeur, donc plâtrier d'art. Et il dessinait lui-même et tout. Ma maman était aussi très amoureuse de tout cela. Mais le Centre Georges Pompidou est constitutif de ce que je suis aujourd'hui. J'y ai passé toute mon adolescence jusqu'à l'âge de 23, 24, 25 ans. C'est génial de dire d'un musée, il m'a constitué, il fait parce que partie de moi. C'était un musée, mais c'est un musée d'art contemporain, mais aussi il y avait des œuvres permanentes, il y avait aussi il y avait une bibliothèque, il y avait une ludothèque, il y avait une vidéothèque, il y avait plein de choses. Et même le théâtre est venu de là, parce que le théâtre de rue se jouait devant le Centre Georges Pompidou. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire du théâtre. Grande dalle inclinée. Voilà. On va maintenant, messieurs, ralentir le rythme et s'offrir un instant de contemplation, comme chaque semaine dans la Grande Galerie francophone, direction le musée d'art contemporain de Marseille, pour découvrir une œuvre de la sculptrice française Anita Molinero. C'est une artiste qui fait fondre, brûler, vivre les matériaux, et c'est fascinant. Merci, messieurs. Bruno Solo, votre série documentaire Les Aventuriers de l'Égypte antique est donc disponible sur la plateforme France.tv. Et on vous verra bientôt sur scène dans un tout autre registre que celui auquel on a été habitué à vous suivre et que tout le monde connaît, celui de la comédie. Mehdi Codby, merci infiniment d'avoir été l'invité de la Grande Galerie francophone. J'étais heureux d'être là.
Bonheur partagé, L'homme des signes, le film qui vous est consacré sera en salle en février avec notamment Vincent Elbaz, un film qui retrace votre vie et votre destin absolument exceptionnel et signé par Zor Pacifiri. On se retrouve en replay sur l'appli TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur nos réseaux sociaux. Merci les amis, merci à vous, cher public, de nous avoir accompagnés. À suivre, le 64 minutes sur TV5 Monde. On va se dire au revoir en musique. Bruno, on vous a demandé une chanson pour clore cette émission et vous avez choisi le titre Bruxelles. De Dick Annegarn. C'est une chanson qui m'a donné envie d'aller vivre dans la ville. Je me suis dit, une telle poésie, une telle écriture, ça ne peut être que quelqu'un qui a été fasciné par cette ville. Donc j'ai eu envie de la découvrir et j'y ai habité 5 ans. Charlie est derrière son piano, il est prêt. C'est à toi. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre toujours à faire. Bruxelles attend, moi j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Bravo Charlie. Merci les amis et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde.